13 milliards de francs CFA de crédits remboursés sur 14 milliards octroyés par l'État à travers le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes en 2020. Le FARF est satisfait de cet exploit réalisé par les 115 000 femmes sur l'étendue du territoire à bénéficier de cet instrument de financement. Plus de 1000 élèves ont abandonné les salles de classe au profit des sites miniers dans le Ganzourgou. Leur paillage a fortement impacté négativement le système éducatif dans cette province où les sites d'exploitation artisanale d'or foisonnent. Les acteurs sont sur le terrain pour tenter de sauver la scolarité des élèves concernés. Et puis le dossier de ce soir qui nous plonge dans l'après-carrière des joueurs internationaux de football au Burkina Faso. Si certains se terrent dans un anonymat incompréhensif et une vie qui font froid dans le dos, d'autres par contre ont réussi leur reconversion. Bouraima Maïga, Kassoum Ouedraogo, Diziko, Raïm Ouedraogo, tous sont de véritables businessmen que vous découvrirez dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision BF1. Commençons avec cette question. Faut-il revoir le format actuel de la Direction générale des impôts pour plus d'efficacité dans l'application de la législation fiscale? Après 3 jours de réflexion, la 9e conférence de la DGI est parvenue à la conclusion qu'il faut garder la forme actuelle de cette régie de l'État tout en la renforçant pour plus d'efficacité dans la mobilisation des ressources. Arsène Konditamdi. Pendant 3 jours, les participants à la 9e conférence annuelle de la Direction générale des impôts avaient à réfléchir sur plusieurs questions d'intérêt pour l'institution. Par exemple, faut-il changer la forme institutionnelle de la DGI? À cette préoccupation, les participants préconisent de maintenir la forme actuelle de cette régie de recettes de l'État tout en la renforçant pour plus d'efficacité dans la mobilisation des ressources. Nous sommes entendus sur le fait qu'à l'étape actuelle, effectivement, il faut consolider la forme direction centrale de la Direction générale des impôts. Et ce qui suppose qu'il faut permettre à la Direction générale des impôts de réaliser ses activités en assurant un financement adéquat. Il faut revoir également la politique des ressources humaines au niveau de la Direction générale des impôts et il faut également revoir la politique d'investissement au plan matériel et immobilier. En outre, les participants se sont accordés sur la nécessité de disposer d'un centre interne de formation continue et d'autonomiser la gestion des ressources budgétaires pour plus de célérité dans les recouvrements. Du côté de la hiérarchie, les propositions étaient attendues. Décision est prise de les transmettre à qui de droit et de tout mettre en œuvre pour un traitement diligent. C'est justement pour pouvoir donc exploiter les fruits donc, de ces réflexions-là. Et donc, en tout cas, très rapidement, ces recommandations seront portées à la connaissance de la hiérarchie, donc le gouvernement. Et vous savez que la DGI, quand même, c'est une administration stratégique. Et généralement, les propositions faites donc par la DGI sont en tout cas reçues d'une oreille attentive. Les agents se sont également engagés à travailler à l'apaisement du climat social au sein de la Direction générale des impôts. Objectif, éviter les blocages rencontrés ces dernières années. Et on en vient au grand format de ce 19h30 qui fait la part belle à la vie des anciens footballeurs burkinabés. Que deviennent-ils? Qu'ont-ils fait des ressources amassées à l'extérieur dans le club? S'il est vrai que certains nous ont montré souvent un visage de misérable qui broie du noir, force est de constater que d'autres ont réussi leur reconversion après leur carrière. Ils s'appellent entre autres Bouraima Maïga, Kassoum Ouedraogo, Diziko, Raïm Ouedraogo, de véritables modèles pour la jeune génération. Zoom ce soir sur les investissements de ces 3 ex-internationaux. C'est avec Roméo Koïta. Pour ce jour historique, Bouraima Maïga a voulu faire les choses en grand. Sa famille et ses proches du monde sportif sont au rendez-vous. C'est l'inauguration officielle de son hôtel ce vendredi 6 mars 2020. Un hôtel de luxe 4 étoiles. Coût du projet,
plus d'un demi-milliard de francs CFA. Pour cet ancien joueur des étalons, c'est un rêve qui se réalise. Quand j'étais gamin, je rêvais vraiment de faire quelque chose de grand pour que les gens puissent travailler. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a que les débuts. Voilà, on va espérer, on va prier que ça puisse marcher, qu'on puisse faire beaucoup d'autres, voilà, pour créer beaucoup d'emplois. Créer des entreprises pour offrir du travail aux jeunes, tel est le leitmotiv de cet ancien sociétaire du Sporting Club de Lokeren en Belgique. Lui que ses collaborateurs présentent comme l'un des footballeurs burkinabés ayant le mieux réussi sa reconversion. Je crois que la reconversion est vraiment parfaite. Et c'est aussi un exemple pour les autres anciens joueurs. Et aujourd'hui, vraiment, je suis fier de voir que après le football, après la professionnalisation du football, les joueurs peuvent aussi réussir ailleurs. C'est un jeune petit frère, lui il est venu juste après moi. Mais bon, tant que nous on monte le chemin, même si ce n'est pas arrivé à ce qu'il faut actuellement, parce que ce que nous on gagne par mois, c'est comme leur petit déjeuner. Parce que eux, actuellement, leur salaire, c'est comme nous on a fait un an de football. Vous vous rendez compte que les joueurs aujourd'hui, c'est incroyable. Mais nous, on est fiers. Le peu que nous aussi, on a eu, et voilà, en passant aussi par Maïga, on a réinvesti dans notre pays, dans notre propre pays. Si Brahima Maïga reçoit autant d'éloges et d'admiration, c'est parce qu'au-delà de ses investissements dans l'immobilier, il est aussi directeur sportif de Salitas, club de première division du championnat burkinabé et agent de joueurs. L'un des domaines où il excelle d'ailleurs le mieux. Maïga est l'un de ces intermédiaires de joueurs qui ont effectué les plus gros transferts de l'histoire du football burkinabé, avec notamment le transfert de Hassan Bandé à l'Ajax Amsterdam, actuellement en prêt à Thun en Suisse, et Edmond Tapsoba au Bayer Leverkusen. Tous les trois ont été déjà titulaires en équipe nationale. Ça me va droit au cœur. Former des jeunes déjà 4 ans après, ils ont été titulaires en équipe nationale A pour une fois, ça fait plaisir. Et on peut dire que Brahima Maïga a su marcher dans les pas de ses aînés qui ont tracé les sillons. Au rang de ses éclaireurs, Kassoum Ouedraogo Diziko. Il fait partie de la génération de la Coupe d'Afrique 98, organisée par le Burkina Faso. Il passe la majeure partie de sa carrière dans le championnat allemand en faisant un détour par la Tunisie. À son époque, le football était moins rétribué que maintenant. Alors, il a fallu tout simplement savoir planifier. Toutes mes vacances m'ont trouvé ici, à Ouaga, au Burkina ici. Même si on a une semaine de vacances, moi ici au Burkina, même c'est 4-5 jours. C'est aussi éviter le gaspillage. Voilà. Et je savais, ma poche n'était pas aussi forte. Et tout de suite, quand je venais, je te vous demandais aux démarcheurs, tous les démarcheurs de Ouagadougou me connaissent, ou du Burkina, je cherchais toujours les parcelles pour acheter. Et toujours, je cherchais les terrains là où le prix est intéressant pour pouvoir acheter. Et le temps lui donne raison. Avec le foncier qui vaut actuellement de l'or au Burkina Faso, Zico pense qu'il a été visionnaire. Aujourd'hui, l'homme est propriétaire d'un énorme patrimoine immobilier qui lui permet d'assurer sereinement sa retraite. Pour autant, il n'a pas oublié sa passion. Il est aussi propriétaire d'un centre de formation dont l'équipe première COSAF évolue dans le championnat élite burkinabé. Le football, il y a la belle vie. La belle vie seulement ne suffit pas pour réussir. La belle vie, c'est un bout de temps. Il faut savoir gérer ta poche. C'est ça. L'investissement dans le sport, c'est aussi le cas de Raïm Ouedraogo, lui aussi ancien international burkinabé. L'équipe senior de son académie Raïm Football Club fait actuellement partie des poids lourds du Faso Foot. Mais il a aussi une autre corde à son arc, une société de transport en commun. Il fallait un business derrière qui allait soutenir le centre de formation. D'où l'idée aussi de la compagnie de transport Raïmo. Et cela, il fallait améliorer l'idée du transport, comment faire le transport, avoir les moyens pour acheter les cars, les gares, tout ça. Donc, je me suis mis à économiser. Et à la fin de ma carrière, directement, je me suis lancé dedans. Ces 3 anciens joueurs de l'équipe nationale du Burkina Faso sont quelques exemples de réussite dans la reconversion parmi tant d'autres. Mais il y a malheureusement des échecs, ceux qui n'ont pas su planifier l'après-carrière. Une leçon pour les jeunes encore en activité, invités à penser très tôt à l'après-football. Je pense que, comme je l'ai dit, ça doit permettre aussi aux jeunes de voir très loin.
ceux qui démarrent aujourd'hui, et je vais parler même d'Edmond Tapsoba, des Bandés, ils doivent prendre l'exemple. Parce que le football, là, c'est une question de 10 ans, 15 ans au maximum. Et après, si vous n'avez pas investi, vous rentrez dans le décor. Et je crois qu'aujourd'hui, Bouraya Maïga, c'est vraiment un exemple. Non seulement lorsqu'il était en tant que joueur, mais aujourd'hui en tant qu'ancien joueur. Penser à investir, certes, mais encore faudrait-il trouver le meilleur secteur d'investissement et surtout savoir s'entourer de personnes de confiance. Car des désillusions, certains footballeurs en ont connu. Autant dire que pour le joueur professionnel, la gestion de la carrière sur le terrain est tout aussi importante que l'après-football. Au Burkina Faso, la loi permet aux jeunes filles d'être mariées avant l'âge de 18 ans, contre un âge minimum légal de 20 ans chez les garçons. Un deux poids, deux mesures que n'accepte pas l'ONG Save the Children, qui souhaite que l'âge minimum du mariage soit de 18 ans, sans exception pour les deux sexes. L'ONG appuie donc des bénévoles afin qu'ils mènent le plaidoyer auprès des populations. Arsène Konditamdi. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus affectés par les mariages d'enfants. 5e en Afrique, le pays se classe 6e au plan mondial. La faute, entre autres, à un code des personnes et de la famille permissif et à des pesanteurs socioculturels. Save the Children veut compter sur l'appui des bénévoles pour mettre définitivement un terme à la pratique au Burkina Faso. Sur le terrain, on se rend compte que beaucoup n'arrivent pas à savoir le pourquoi des 18 ans. Donc c'est vraiment des gens qui se sont engagés librement à accompagner l'ONG. Et donc, c'est des gens aussi qui communiquent beaucoup sur la question du mariage d'enfants. Donc, nous avons jugé bon de les réunir pour qu'ensemble nous puissions discuter, pour partager en fait les informations qu'on a sur l'importance des 18 ans. De telle sorte qu'au niveau communautaire, dans la vie courante, quand ils seront interpellés, qu'ils puissent fournir l'information exacte. Cet atelier va permettre d'outiller davantage les bénévoles de l'ONG Save the Children. Des bénévoles résolument engagés à faire évoluer la cause de l'enfant. Je vais prendre l'exemple des parents qui envoient leurs enfants en mariage avant 18 ans, déjà à 15 ans. Ils trouvent que l'enfant a eu ses premières règles dans la maison. C'est pas normal que les deuxièmes règles lui trouvent dans la maison. C'est une malchance. Ça va conduire au décès peut-être de l'un des parents. Donc ce sont des trucs purement culturels. On nous donne des formations afin que nous allions sensibiliser les parents pour qu'ils prennent conscience sur l'avenir de leurs enfants et la vie de leurs enfants. De plus en plus, les lignes bougent. Des étapes ont été franchies au niveau de la révision du Code des personnes et de la famille. L'âge minimum légal aurait été fixé à 18 ans pour tous. Les acteurs se mobilisent pour qu'il soit adopté en Conseil des ministres. Il n'y a pas que le mariage d'enfants qui amenuise les espoirs de l'enfance. Il y a également l'exploitation artisanale de l'or qui impacte sur l'avenir des enfants. Quand ils ont l'âge d'aller à l'école et n'y vont pas, préférant se rendre sur les sites d'orpaillage, c'est leur destin qui est hypothéqué dans le Ganzourgou. Ils sont plus de 1000 élèves à avoir abandonné les salles de classe au profit des sites miniers. Heureusement que l'ONG Oxfam et ses partenaires sont sur le terrain. L'ONG veut changer la donne à travers le projet. Les enfants sont l'or du Burkina Faso. Abdou Aziz Saré pour plus de précision. Comme plusieurs autres zones minières du Burkina Faso, la province du Ganzourgou vit et sent encore les effets néfastes de l'orpaillage artisanal sur la fréquentation scolaire. Selon le rapport de fin d'année scolaire 2019-2020 de la Direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou, plus de 1000 élèves, dont 53% de garçons, ont déserté les écoles au profit des sites miniers. Un fléau que l'ONG Oxfam veut contribuer à stopper à travers son projet « Les enfants sont l'or du Burkina Faso ». Ce projet, qui fait de la promotion de l'éducation son cheval de bataille, vise à soutenir le gouvernement dans sa lutte pour le retrait des enfants en âge scolaire des sites d'orpaillage. On va chercher la cause donc, de ce départ d'enfants vers les sites miniers. Donc, on va essayer de contribuer à résoudre donc, ces causes. Hein, justement, l'une des pauvretés, l'une des causes peut être donc, justement l'accès à l'alimentation. Donc nous allons les doter en vivres, hein, les doter en vivres afin justement pour qu'ils puissent
permettre aux enfants dans l'école. Nous allons chercher à analyser et mieux et davantage construire tout un potentiel autour donc, de ses parents à travers donc d'autres filières, hein, pas forcément en termes de l'alimentation, mais à travers donc la production, à travers donc l'économie locale, l'économie familiale. Donc il y a tout un paquet qu'on va essayer donc, de construire pour que justement il y ait et les ménages aient un revenu qui leur permet justement d'envoyer les enfants à l'école et non donc dans les trous dehors. Selon le premier responsable d'Oxfam, le projet sera exécuté à travers un partenariat stratégique avec le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, CCEB. Il impliquera également le syndicat des orpailleurs, le personnel enseignant et la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle. Désormais, tout le monde est engagé, toute la communauté éducative est engagée à alerter pour que les enfants ne puissent plus abandonner les écoles au profit des sites miniers. Le projet était initialement destiné à la province du Yaga dans le Sahel. Mais l'insécurité a contraint les initiateurs à le reconduire dans le Ganzourgou, région du plateau central. Mon impression, c'est d'abord en tout cas remercier en tout cas du fond de mon cœur en tout cas l'ONG Oxfam pour avoir songé en tout cas à cibler la province du Ganzourgou pour lutter contre ce phénomène qui crée en tout cas une dispersion scolaire dans notre province. Je pense que le projet en tout cas serait mis en œuvre dans 4 communes, Boudri, Moktero, Zongou et Mégué, qui sont en tout cas les communes de la province du Ganzourgou qui abritent en tout cas beaucoup de sites d'orpaillage. Donc ce projet en tout cas va contribuer en tout cas énormément en tout cas à lutter contre la présence des enfants, surtout des enfants scolarisés sur ces sites aurifères. Plus de 340 millions de francs CFA, c'est le coût global du projet. Il est financé par la coopération danoise Danida. Les impacts de l'activité minière, on en parle toujours. Cette fois-ci, intéressons-nous aux effets produits par les mines d'or sur l'environnement. C'est en ce moment que le CGD apporte sa contribution. Le Centre pour la gouvernance démocratique a formé les acteurs de la commune de Houndé sur leurs responsabilités face aux conséquences néfastes de l'activité minière. Surtout Justin Dabiré. L'exploitation minière est une importante source de revenus pour les populations burkinabées et aussi pour l'économie du pays. Mais ces activités conduisent parfois à des problèmes environnementaux, sociaux et sanitaires considérables. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD, dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités des populations, a initié une séance de sensibilisation au profit des forces vives de Houndé sur les impacts de l'activité minière au plan environnemental et social. Nous essayons ensemble de renforcer les capacités des uns et des autres et de voir comment on peut déboucher sur une meilleure gouvernance. Non seulement du secteur des mines au niveau de Houndé, mais promouvoir aussi une activité minière relativement saine. Parce que les populations subissent directement l'impact des activités minières. Et pour cela aussi, nous essayons d'apporter des contributions à ce niveau afin que l'activité minière puisse nuire le moins possible à la vie économique, sociale et environnementale. Cette formation initiée par le Centre pour la gouvernance démocratique est bien appréciée par la population et le maire de la commune de Houndé. La formation aujourd'hui, qui fait partie de l'une des toutes dernières, je dirais, de l'année, mais aussi de notre mandat, je pense que c'est toute une satisfaction que je dois exprimer. Au nom du conseil municipal de Houndé et à mon nom propre, je dirais même au nom de toute la population de Houndé, je dois remercier le CGD pour les efforts fournis dans la commune de Houndé. Et nous restons en phase avec le CGD. S'il y a des incompréhensions, même au niveau de nous qui avons reçu la sensibilisation ou la formation, nous allons les contacter. Mais au CGD également, nous allons demander leur disponibilité. Ils ont toujours été là. Quand on a besoin du CGD et de ses experts, on les appelle, ils restent disponibles. Nous leur demandons de rester disponibles pour nous, en tant qu'autorité de la commune, mais aussi pour la population. La formation sur le contenu local et l'impact environnemental et social des activités minières, qui va durer 2 jours, réunit les élus locaux, les chefs coutumiers, les associations de jeunes et de femmes de la commune de Houndé. Des théâtres, forums et des émissions radio sont également prévus dans le but de renforcer davantage cette sensibilisation. Cette formation a été possible grâce à l'accompagnement de l'ambassade de la Suède au Burkina Faso.
14 milliards de francs CFA octroyés aux femmes à l'arrivée, 13 milliards remboursés. En 2020, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes se frotte les mains. Ce sont 115 000 femmes sur toute l'étendue du territoire qui ont bénéficié de ces ressources. Cet appui aux femmes du Burkina Faso dure depuis 30 ans. 3 décennies au service de la gente féminine, de quoi marquer une halte au FARF pour mieux fixer le cap. Benjamin Kwame. Safiatou Ouedraogo et bien d'autres femmes en pleine démonstration des pas de danse. Des pas de danse pour exprimer leur joie au ministère en charge de la femme. Pourquoi? Eh bien, Safiatou Ouedraogo fait partie des 685 615 femmes bénéficiaires de crédits octroyés par le FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, depuis 2016. Moi, je suis content avec la FARF parce qu'ils sont là pour aider les femmes. Donc, moi, je suis une femme battante. Je parle pour le Burkina Faso, pas pour moi-même. Et moi, je suis professionnelle dans les jus. À la FARF, on est venu au nombre de 3 personnes. Nous avons donné 150 000. Chacun de nous gagne 50 000 par chacun. Un fonds octroyé sous forme de crédit et Safiatou a fini de le rembourser. Comme elle, 115 000 autres femmes sur toute l'étendue du territoire ont bénéficié de 14 milliards de francs CFA depuis le 1er janvier 2020. De l'argent investi par certains dans l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le commerce ou encore la transformation. Après remboursement, le FARF est tout simplement fier d'avoir contribué à aider ces milliers de femmes dans leurs activités rémunératrices. Les femmes ont remboursé 13 milliards et nous avons octroyé 14 milliards. Donc je tiens à féliciter les femmes pour cette résilience, pour ce qu'elles se battent et ce qu'elles savent utiliser cet instrument que l'État a mis en place. Cette cérémonie visait aussi à montrer à toute la communauté que l'appui du FARF a réellement un impact positif sur les femmes du Burkina. 30 ans que le fonds a été lancé et il faut pérenniser les acquis. Après une étude d'impact, les témoignages des bénéficiaires dans les 45 provinces sont consignés dans un livre pour marquer la postérité. Et la dédicace est intervenue à l'occasion de cette cérémonie. Vous savez, en Afrique, nous n'avons pas cette culture de l'écriture, de laisser pour les générations qui viennent. Nous n'avons pas eu cet instrument sur lequel nous allons nous appuyer pour travailler parce que nous n'avons pas d'études, nous avons cet instrument. Nous avons décidé de pouvoir mettre en place l'historique et mettre un instrument pour ceux qui vont venir après pour travailler, aller de l'avant. Et les 30 ans du FARF, avec ce livre, permettra à ceux qui vont succéder d'aller de l'avant et de faire mieux. Et c'est ce que nous devons faire parce que nous devons savoir que nous devons partir, mais laisser à la postérité l'histoire pour qu'elle fasse mieux. Le ministère de Marie-Laurence Ilboudo n'entend pas s'arrêter en si bon chemin après ces actes. Beaucoup est fait, mais il reste encore d'énormes défis à relever pour une véritable autonomisation des femmes dans l'économie du Burkina Faso, indique la ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale. Certains domaines où officient également les femmes, l'agriculture burkinabé est confrontée à des difficultés liées à l'irrigation. Depuis les années 1970, une politique nationale a été élaborée dans ce sens. 50 ans après, les résultats escomptés ne sont pas atteints. Pire, le déficit pluviométrique ces derniers temps enfonce le clou. Au ministère de l'Agriculture, on pense que si les stratégies d'irrigation sont prises en compte dans les plans de développement communaux, la situation pourrait changer. C'est tout le sens de cette rencontre initiée au département du ministre Salifou Ouedraogo. On en sait plus avec Abdou Aziz Sari. Dans le but de sécuriser et d'améliorer les productions agricoles en dépit de la sécheresse, le Burkina Faso a élaboré à partir des années 70 une politique nationale de développement de l'irrigation. Mais jusqu'à ce jour, cette stratégie de maîtrise de l'eau est faiblement prise en compte dans les plans locaux de développement, selon le ministère de l'Agriculture. Pour remédier à cette situation, le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris élabore un guide pour la prise en compte des solutions d'irrigation dans le processus d'élaboration des plans locaux de développement. Un document qui fait objet de validation ce 14 décembre.
Malheureusement, la question de l'irrigation est devenue préoccupante aujourd'hui parce que nous faisons face ces dernières années à un déficit en matière de pluviométrie, des aléas climatiques et pluviométriques que nous ne maîtrisons pas. Donc je pense qu'il était opportun effectivement que des actions visant en tout cas à encadrer l'irrigation, à développer l'irrigation pour en tout cas faire face à ces déficits pluviométriques étaient à point nommé. Et c'est dans ce cadre que le projet Paris a initié ce fascicule qui va permettre, c'est un document qui va permettre et qui sera mis à la disposition des collectivités pour que dans le cadre de l'élaboration de leurs plans locaux de développement, qu'ils puissent prendre des décisions allant dans le sens de sécuriser en tout cas les productions pour améliorer la sécurité alimentaire au niveau du Burkina Faso. Comment identifier les actions de développement de l'agriculture irriguée et comment intégrer ces actions dans les plans communaux de développement sont entre autres les grands axes définis dans ce projet. Comme vous le savez, nous avons un potentiel relativement important en matière d'irrigation et donc il était tout à fait indiqué, à l'instar des autres domaines qui ont fait l'objet de transfert de compétences au niveau des collectivités territoriales, que nous puissions également, étant donné que l'irrigation est une priorité, et faire en sorte que toutes les activités tendant à la sécurisation et à l'accroissement des productions agricoles puissent être prises en compte dans la planification des actions de développement. Le Paris est un projet piloté par le CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Au Burkina Faso, il couvre les régions du centre-est, du nord et de la boucle du Moun. Une nouvelle boulangerie dans la ville de Sia qui veut innover en misant sur les produits made in Burkina Faso. La boulangerie-pâtisserie du groupe Sodem qui s'implante pour la première fois à Bobo-Dioulasso, située au quartier Sakabi sur la route de Dédougou. La boulangerie Miche d'Or a été inaugurée en présence du ministre du Commerce et son collègue de l'Agriculture, Soto Justin Dabiri. C'est dans le quartier Sakabi, sur la route de Dédougou, que le groupe Sodem a implanté sa première boulangerie-pâtisserie Miche d'Or à Bobo-Dioulasso. Pour le président directeur général du groupe Sodem, cette grande boulangerie moderne va contribuer à réduire le problème de chômage dans la ville de Bobo-Dioulasso. L'histoire de Bobo-Dioulasso, c'est pour donner le travail aux jeunes de Bobo, pour améliorer le cadre des villes de Bobo. Je sais qu'il y a beaucoup de chômage dans la ville de Bobo. C'est notre contribution modeste pour la ville de Bobo. À la boulangerie-pâtisserie Miche d'Or, c'est la qualité, la différence. En plus des pains traditionnels, la boulangerie-pâtisserie Miche d'Or propose à la clientèle de Bobo-Dioulasso plusieurs variétés de pains, notamment le pain au lait, le pain marbre, la baguette française et une pléiade de types de pâtisseries. Vous avez vu le pain de décoration qu'on a essayé de faire le pain. Normalement, on pouvait faire la décoration avec les fleurs et autres, mais on a décidé de faire avec le pain parce qu'accompagné avec le Grand Moulin et le groupe Le Saf, le groupe Sodem, on a décidé de faire plusieurs variétés de produits que vous pouvez voir. Il y a aussi la glace, il y a aussi les pâtisseries fines, les mochas qu'on a essayé de concocter. Tout doit être local. On ne veut pas que les choses soient importées. Nous, on veut faire du local ici avec des produits de qualité ici. Vous voyez qu'on prend souvent le sésame, on prend aussi les poudres de cacao, on prend aussi le raisin pour travailler avec. Comme nous avons un distributeur qui recherche la qualité et qui fait qualité, donc nous l'accompagnons pour obtenir ce qu'il recherche. Et quand il nous a annoncé l'ouverture de sa boulangerie, nous lui avons apporté assistance technique, en ce sens que nous avons déplacé notre technicien boulanger depuis une semaine. Les ministres Aruna Kaboré et Salifou Ouedraogo, après avoir visité les locaux de la boulangerie-pâtisserie Miche d'Or de Bobo et signé le livre d'or, ont au nom du gouvernement félicité et encouragé le groupe Sodem pour l'ouverture de cette nouvelle boulangerie-pâtisserie. Comme vous le savez, le secteur privé, c'est le moteur de la croissance, c'est le moteur de l'économie. Et tous ceux qui investissent à travers notre pays méritent donc d'être soutenus et d'être accompagnés. La présence de mon cher aîné Salif Ouedraogo, ministre de l'Agriculture, et moi-même ici, je l'ai dit, est une façon donc de matérialiser et de manière concrète le soutien du gouvernement au secteur privé. Je voudrais donc l'encourager et dire que de plus en plus, la qualité de ce type d'investissement, le choix qui est fait
de ne pas laisser ce terrain donc, uniquement donc, aux activités d'importation est une très bonne chose. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, la boulangerie-pâtisserie Miche d'Or de Bobo emploie 180 travailleurs. Elle est la première boulangerie-pâtisserie du groupe Sodem à Bobo-Dioulasso et la 8e au Burkina Faso. L'unique usine de fer disposant de fonderie au Burkina Faso est reconnaissante à ses partenaires. Cimetal est satisfait de son chiffre d'affaires, un exploit réalisé grâce à ses revendeurs honorés au cours d'une soirée. Majid Bakouan. Les partenaires de la société Cimetal à l'honneur ce 17 décembre. Afin de consolider ses relations avec son réseau de distribution, l'usine de fer burkinabé a invité à table ses meilleurs revendeurs. Autour d'un dîner, ils discutent des difficultés du marché. Occasion de récompenser ceux qui ont fait de gros chiffres de vente durant l'année 2020. Des trophées, des attestations, des smartphones et bien d'autres matériels, autant de présents reçus par les meilleurs partenaires. À travers cette soirée, Cimetal veut attirer encore plus de revendeurs et garantir un marché sûr et prospère. Le sens de cette soirée, c'était dans le but de renforcer en tout cas le partenariat avec nos différents partenaires et aussi leur montrer aussi que nous sommes toujours à leur côté afin de pouvoir aussi les soutenir dans toutes leurs activités et de leur assurer de la poursuite de nos activités, de la culture aussi, de la qualité au sein de Cimetal SA. Pour les partenaires, cette soirée est une invite à redoubler d'efforts pour faire encore mieux dans les années à venir. Voilà, et vraiment nous sommes ravis, nous sommes très contents et on espère ensemble cheminer ensemble et continuer à travailler ensemble. Et les années à venir, on espère faire un chiffre d'affaires mieux que ce que nous avions fait cette année. Alors cela représente dans un premier temps l'envie de travailler avec les entreprises qui sont installées au Burkina Faso. Vous savez, Sogestom, c'est un groupe, mais partout où nous sommes, on essaie de travailler au mieux d'abord avec les entreprises qui sont installées dans les pays où nous sommes. Cimetal est la première et la seule usine de fer burkinabé disposant d'une fonderie. Créée en 2014, elle a pour ambition de mettre à la disposition de l'Afrique des matériaux de construction made in Burkina de qualité, tels les produits en acier comme le fer à béton, le fil de fer et le fer d'attache. Un rappel, Cimetal SA est une filiale du groupe Cimetal Group. Avant de nous quitter, les derniers chiffres de la COVID-19 au Burkina Faso, la situation est de plus en plus préoccupante. À la date du 17 décembre 2020, 221 nouveaux cas ont été enregistrés, 92 nouvelles guérisons, un nouveau décès portant le total à 74. Le nombre total des cas actifs sur le territoire est passé à 1355 cas. Chez nos voisins au Mali, la situation de la pandémie est encore grave. On parle de plus de 6 000 cas, en moyenne 150 nouveaux cas par jour depuis le début du mois de décembre. En plus de 200 morts depuis le début de la pandémie. État d'urgence pendant 10 jours, état d'alerte sanitaire pendant 6 jours ont été décrétés en conseil des ministres d'hier. Les hôpitaux sont saturés, les manifestations et certains rassemblements sont suspendus jusqu'au 4 janvier 2021. Voilà qui met fin à ce journal, fin d'une semaine de présentation. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Boussou, dans le Zandoma, soyez-en remerciés. À bientôt pour d'autres actualités. Bonsoir.